escale à Pretoria, en Afrique du Sud, le professeur Alpha Condé a rencontré la communauté guinéenne en Afrique australe. Ouverture au CNT des travaux de la session budgétaire pour l'examen de la loi des finances 2011. Le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, était représenté à cette cérémonie par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Enfin, le pèlerinage chrétien de Bofa a pris fin. Les chrétiens de Guinée préparent désormais le cinquantenaire de cette marche de la foi. Alors monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous. Le président de la République en visite en Afrique du Sud a rencontré nos compatriotes vivant en Afrique australe. Ces Guinéens de la diaspora sont venus massivement exprimer leur soutien au professeur Alpha Condé et l'ont encouragé dans ses efforts de développement. Les échos de cette importante rencontre avec un commentaire de Sanassi Keïta et les images de Elhaj Abdoulaye Wade Cissé. Comme toujours, le chef de l'État rencontre les Guinéens de l'extérieur dans ses déplacements pour échanger avec eux sur la situation socio-économique et politique du pays. À Pretoria, la capitale politique sud-africaine, le professeur Alpha Condé a conféré avec les représentants de nos compatriotes guinéens venus de plusieurs pays d'Afrique australe. Des représentants qui sont venus exprimer tout leur soutien au président de la République dans sa politique de développement socio-économique enclenchée en faveur des populations depuis son élection. Vous avez beaucoup de soutien en Afrique du Sud. Eux sont venus du Mozambique, de Johannesburg, de Germiston, de Santon, etc. Rien que pour vous voir, vous souhaitez la bienvenue, vous saluez et vous souhaitez plein succès dans la tâche qui vous est confiée à la magistrature suprême de notre pays. Je ne vais pas être long, je donnerai la parole à M. Salim Khan, qui est le président de la communauté guinéenne en Afrique du Sud, pour vous souhaiter la bienvenue en quelques mots, puisque vous avez une audience maintenant avec le chef de l'État d'Afrique du Sud. Je vous remercie, Monsieur le Président. Résolument engagé à accompagner le professeur Alpha Condé en vue de sa réussite pour le bonheur de tous les Guinéens, cette communauté guinéenne d'Afrique australe, par le biais de son porte-parole, précise. On a des frères de l'Angola, de Mozambique, de Madagascar parmi nous, juste pour venir vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue et vous féliciter de votre brillante élection et vous dire que la sous-région est derrière vous. Alors, merci. Alors, votre tâche, Monsieur le Président, ce n'est pas facile. Vous avez pris la Guinée à une situation difficile. Alors, il faut changer la mentalité des gens, faire la réconciliation nationale. Vous êtes président de la Guinée, pas président d'une ethnie, pas président d'une religion, vous êtes président de toute la Guinée. Alors, l'espoir de tous les Guinéens de l'extérieur se trouve, notre espoir est sur vous. Et puis, qu'on sache aussi, la Guinée, ce n'est pas seulement le président qui va travailler, c'est nous tous qui devrons changer notre mentalité, aider le président à exercer son devoir. En réponse, le chef de l'État n'a pas caché sa volonté de répondre aux nombreuses attentes des populations guinéennes, où qu'elles soient, sans exclusion. Et pour réussir ainsi ses paris, le professeur Alpha Condé appelle les Guinéens à se départir des mauvaises habitudes tout en s'unissant en vue de bâtir une nation forte et respectée. Ça fait plusieurs jours que le président Zuma insiste pour que nous nous concertions. Vous savez, j'ai des relations avec l'ANC, avec le MPLA. Et pour la première fois, le président Zuma est venu en Afrique de l'Ouest en venant à mon investiture. Et nous sommes régulièrement en contact. Il s'inquiète un peu de la situation en Guinée, c'est pour qu'il veut tout le temps qu'on parle. Parce que je crois que même si vous êtes à l'extérieur, vous avez vos familles en Guinée, vous connaissez la situation. J'ai dit parfois un mot qui choque les Guinéens, mais qui est la vérité. J'ai dit que j'ai hérité d'un pays, mais pas d'un État. Parce qu'en État, vraiment, il n'y a pas d'État. Mais je suis heureux parce que ce que vous avez dit deux choses importantes que les Guinéens doivent comprendre. Trois même. D'abord, changer de mentalité. Vous savez, changer de réalité, c'est relativement plus facile. Mais nous avons vécu pendant des années,
dans une forme d'anarchie, et ce qui fait que ensuite, on vous a dit tout le temps que les Guinéens détestent la diaspora, les Guinéens ne veulent pas de la diaspora, mais je crois qu'il n'y a pas plus représentatif de diaspora que moi, parce que moi j'ai été en France à l'âge de 15 ans, et je suis quand même président de la Guinée. Donc si les Guinéens n'aimaient pas les diasporas, je n'aurais jamais été président. Donc nous avons dit à tout le monde, c'est ce que nous voulons. Il y a beaucoup de désinformation, etc. Moi, j'ai un objectif. Personne ne viendra du dehors pour développer la Guinée. C'est les Guinéens qui peuvent développer la Guinée, mais qui ne peuvent pas le faire sans se donner la main. Ça veut dire qu'il faut qu'on se pardonne. La Guinée, il y a trop de haine. Il y a eu beaucoup de morts sur la Première République. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, nous, on ne sait pas où sont enterrés nos parents qui sont morts au camp Boiro. Il y a eu beaucoup de morts sur la Deuxième République. Il y a eu le 28 septembre. Donc, il y a eu... Mais j'ai dit aux Guinéens, il faut qu'on ait le courage de nous regarder en face dans le miroir. C'est-à-dire, nous devons assumer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, parce que c'est la Guinée. Nous devons assumer. J'ai prévu de faire comme l'Afrique du Sud, la conférence Vérité et Réconciliation. Mais en Guinée, on doit faire très attention, prendre beaucoup de précautions. Parce que chaque fois que je parle avec les sages, ils me disent, est-ce que tu es sûr que Khan va avoir le courage de dire à Touré, c'est moi qui ai menti sur ton père et il est mort. Est-ce que tu es sûr que les Guinéens sont capables de ce courage-là? Est-ce que Touré réellement sera capable, après cela, de dire à Khan, je te pardonne? Je ne veux pas que la conférence tourne à son contraire. C'est-à-dire de réconcilier les Guinéens, que ça les divise. La deuxième chose, c'est l'impunité. Mais l'impunité n'est pas tombée du ciel. C'est des gens qui sont responsables. C'est des gens qui ont géré la Guinée. Aujourd'hui, j'ai dit que je vais faire l'audit. Demain, vous allez vous mettre à crier. Parce que quand je vais faire l'audit, qui a mis la Guinée à terre? Mais ils sont là. Si je m'en prends à X, vous allez dire, voilà, il est contre les Peuls. Si je m'en prends à Y, vous allez dire, voilà, il est contre les Malinqués. Si je m'en prends à Y, vous allez dire, il est contre les Guérzés. Mais si on veut mettre fin, si on ne veut pas que les ministres actuels volent, il faut quand même faire il faut dire la vérité. Il faut que les Guinéens apprennent à respecter la loi. Nous voulons la liberté, nous avons fait des élections démocratiques. Il y a la liberté, mais aussi il faut un état de droit. S'il n'y a pas de droit, état de droit, on est comme des animaux. Donc, je dis souvent aux Guinéens que Dieu aime beaucoup la Guinée. Nous avons toutes les richesses sous sol. Nous sommes un scandale agricole. Nous pouvons produire pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes pauvres. Pourquoi? Parce que les Guinéens n'aiment pas les Guinéens. Les Guinéens n'aiment pas, quand un Guinéen réussit, au lieu de dire c'est bien, il cherche à le saboter. C'est-à-dire que le Guinéen n'est pas fier de la réussite. Donc, il faut qu'on se regarde, franchement, il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on se regarde dans le miroir, qu'on ose se parler franchement, sinon on ne va pas évoluer. Il faut que les Guinéens commencent à aimer les Guinéens. J'ai pris un engagement. D'ici 5 ans, la Guinée va rattraper ses 50 ans de retard. Mais vous aussi, vous devez accepter d'investir en Guinée. Aujourd'hui, personne ne peut vous demander de l'argent. Donc, vous n'avez pas de raison de ne pas venir investir en Guinée. Parce que le gouvernement ne peut pas développer la Guinée. Le gouvernement a son rôle, mais il faut des hommes d'affaires guinéens. Nous avons des usines qui sont toutes fermées. Il faut les relancer. Donc, c'est vous qui êtes à l'extérieur, qui avez une expérience, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Et si on veut développer le pays, il faut des hommes d'affaires. En Guinée, il n'y a pas d'hommes d'affaires, il y a des commerçants qui importent du riz. Ça ne va pas le gagner. J'ai dit, nous allons produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est pourquoi nous sommes en train d'aider les paysans pour que d'ici 2 à 3 ans, on n'importe plus de viande, de riz, qu'on mange du riz guinéen. Nous sommes en train d'aider les artisans pour qu'on produise en Guinée ce qu'on doit. Voilà donc la politique que nous sommes en train de mener, qui n'est pas très facile.
nous avons de très bonnes relations avec l'Afrique du Sud. Nous allons développer sérieusement les relations avec l'Afrique du Sud, avec l'Angola et avec le Mozambique, parce que la Guinée les a beaucoup aidés avant. Quels que soient les bons rapports que nous avons avec l'Afrique du Sud, nous allons signer des accords pour les Guinéens qui sont ici et les Sud-Africains qui sont en Guinée. Nous allons essayer d'avoir des accords cadres, mais les accords cadres ne veulent pas dire que vous allez faire ce que vous voulez. Vous aurez vos droits, mais vous devez aussi respecter les lois de l'Afrique du Sud comme les lois de l'Angola, et cela. Nous avons fait déjà la commission mixte avec l'Angola, nous allons faire bientôt la commission mixte avec l'Afrique du Sud, et parce que l'Afrique du Sud peut beaucoup nous aider dans beaucoup de secteurs, et ils sont très avancés par rapport à nous dans le domaine des mines, donc nous négocions avec eux. Ils sont très avancés dans d'autres domaines, nous négocions avec eux. Nous souhaitons avoir une compagnie commune, nous souhaitons que South Africa fasse escale à Conakry avant d'aller aux États-Unis, etc. Nous souhaitons que tout ça. Mais vous devez penser à vos frères qui sont en Guinée. Les conditions de vie des populations sont très dures en Guinée. Et réellement, les Guinéens souffrent. Et ça me fait mal parce qu'on ne peut pas résoudre ça en 2-3 jours. Mais les Guinéens savent que nous allons changer la situation. Pour le moment, nous sommes soumis au Fonds monétaire parce que nous devons avoir l'annulation de la dette et ça nous impose beaucoup de contraintes. Mais nous avons des pays amis, nous sommes en train de discuter avec eux pour voir comment ils peuvent nous épauler dans cette petite période parce que les difficultés, c'est momentané. Nous sommes en train de faire un nouveau code minier qui sera prêt d'ici fin juin. Nous voulons désormais que les richesses de la Guinée servent les Guinéens. Les gens ne viennent pas chez nous parce qu'ils nous aiment, ils viennent chez nous pour gagner de l'argent. Nous ne sommes pas contre qu'ils gagnent de l'argent, il faut que ça soit bénéfique à la Guinée. Avec ces déclarations du président de la République, l'espoir est donc permis pour ces Guinéens de l'extérieur de revenir travailler au pays pour bâtir à l'unisson une Guinée unie et prospère. Voilà donc comment le chef de l'État a quitté nos compatriotes pour rencontrer enfin son homologue sud-africain, Jacob Zuma. Les deux chefs d'État s'y sont entretenus en privé sur la tenue dans les plus brefs délais de la deuxième session de la grande commission mixte de coopération prévue à Conakry dans les jours à venir pour le démarrage de la mise en œuvre et l'élaboration d'un nouveau programme de coopération à l'image de la nouvelle réalité des relations entre les deux pays. Le président de la République qui est donc rentré hier à Conakry. Ouverture ce lundi des travaux du CNT sur l'examen de la loi des finances 2011. À la cérémonie d'ouverture étaient présents les membres du gouvernement, des institutions nationales et internationales, du corps diplomatique et les hauts cadres de l'armée nationale. Le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, était représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le commentaire de François Lamont. À l'ouverture des travaux, la présidente du Conseil national de la transition a d'abord rappelé le contexte dans lequel s'ouvre cette session budgétaire. Faiblesse de la mobilisation des recettes intérieures propres, endettement excessif du trésor public auprès de la Banque centrale, poids très élevé de la dette extérieure et accélération de l'inflation. Des mots récurrents qui gangrènent le pays depuis plusieurs années. C'est justement dans la trajectoire d'accompagner la politique générale du gouvernement que la présidente du CNT a ensuite appelé à un changement des mentalités et de comportement dans la gestion de nos ressources. Hadia Rabiatou Serra Diallo a saisi d'ailleurs l'occasion pour exhorter ses pairs membres du CNT à un échange réaliste et pragmatique avec le gouvernement guinéen dans l'examen de la loi de finances 2011. La présente session budgétaire est aussi un moment d'échange fructueux entre le gouvernement et le CNT. D'ores et déjà, je recommande que vous soyez réalistes et pragmatiques et qu'il soit tenu compte dans vos réflexions au cours de vos discussions lors de l'examen de la présente loi de finances 2011, tout d'abord de la mobilisation des ressources internes en vue de leur accroissement avant de compter sur le concours des ressources externes. Notre État ne peut en effet espérer se développer en vivant au-dessus de ses moyens. Pour cela, les recettes doivent être identifiées, mobilisées et sécurisées, les dépenses réduites, l'impunité sanctionnée. Le CNT salue par conséquent
l'adoption du projet de loi soumis par le gouvernement sur l'unicité de la Caisse. J'en appelle à tous et à chacun pour plus de conscience professionnelle, d'esprit patriotique et de civisme dans la gestion des ressources publiques, en mettant fin, dans l'esprit du changement souhaité par tous les Guinéens, aux anciennes pratiques de détournement des deniers publics, de corruption, de racket, de gabegie et d'impunité profondément enracinées dans nos mœurs. Conformément à la vision du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Pour le ministre de l'économie et des finances, ce budget est un budget de transition et tient compte de plusieurs obligations, dont le respect de l'avis des partenaires au développement. Kefala Jansané a en outre reconnu quelques insuffisances dans la présentation du budget et le retard accusé pour l'examen de ce budget au CNT. Il a par ailleurs demandé l'indulgence des membres du CNT dans l'examen de ce budget afin d'accorder leur vote positif. Le budget 2011, qui est un budget difficile, c'est un budget de transition. Il comporte beaucoup d'insuffisances. Je voudrais demander votre indulgence pour que nous puissions arriver à stabiliser la situation avant de pouvoir penser à un budget d'expansion. Dans ce budget de transition, j'ai indiqué qu'il y a des mesures sociales qui nous coûtent cher et qui sont nécessaires pour la paix sociale. Et c'est pour cela que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, en a appelé aux syndicats pour une trêve sociale pendant l'année 2011, jusqu'à ce que nous arrivions à sortir de cette passe extrêmement difficile et délicate. De son côté, le ministre délégué au budget, dans un discours très étoffé, a justifié les orientations du budget 2011 par deux priorités qui se résument en la mise en œuvre d'un programme d'action en conformité avec les objectifs du document de stratégie de réduction de la pauvreté 2011-2012 et en la signature de programmes formels avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale courant 2011. Signature qui pourrait permettre l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Le retour à un nouvel ordre constitutionnel et l'amélioration de la gestion de nos ressources publiques devraient permettre la signature de programmes formels avec les institutions financières internationales courant 2011. À court terme, la mise en œuvre d'un programme formel avec le FMI et la Banque mondiale devrait permettre l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en vue de l'annulation d'une grande partie du stock de la dette et libérer de nouveaux espaces budgétaires pour le financement du développement et la lutte contre la pauvreté. Les objectifs macroéconomiques sur lesquels s'appuie le budget 2011 sont les suivants. Réaliser un taux de croissance du produit intérieur brut de 4% en termes réels contre 1,9% en 2010. Ramener le taux d'inflation à 15,7% en glissement annuel contre 20,9% en 2010. Porter les réserves brutes de change de la Banque centrale à plus de 2,5 mois d'importation de biens et services contre 1,9 mois en 2010. Dans le but de contenir les tensions inflationnistes et dysfonctionnements de tout genre, le gouverneur de la Banque centrale a largement expliqué la nouvelle gouvernance de son institution dans le domaine de la politique monétaire, de change, de la supervision, sans occulter les perspectives à court et moyen terme qui incluent les réformes structurelles et la coopération monétaire sous-régionale. Et puis ce communiqué du CNT, le bureau exécutif du Conseil national de la transition, CNT, informe les conseillers nationaux que la plénière du mardi 17 mai 2011 relative à l'examen du volet recettes du projet de budget 2011 est reportée au mercredi 18 mai 2011 à 10h à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont invités à cette plénière tous les conseillers nationaux, le représentant du chef de l'État et le ministre délégué au budget. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement demandée. Conakry le 16 mai 2011, le deuxième vice-président Elhadj Mamadou Saliou Silla. Un séminaire atelier sur la définition d'une stratégie nationale de sécurité, une initiative de l'ambassade des États-Unis et qui regroupe l'ensemble des acteurs et des cadres en charge de la défense et de la sécurité nationale. Le commentaire de Mohamed Lamine Souma.
L'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée s'associe au gouvernement pour la construction d'un État de droit. C'est dans cette veine qu'elle organise cette auto-formation. Il s'agit d'un séminaire atelier sur l'élaboration et la définition d'une stratégie nationale de sécurité. A national security strategy allows the leaders of a country to establish. Travaillons à côté des productifs et à la fin que vous pouvez aider la Guinée à établir une stratégie nationale de sécurité qui sera la première dans l'histoire de la Guinée. Animée par deux éminents spécialistes américains de la défense et de la sécurité, cette session de formation regroupe la crème de la sécurité et de la défense nationale. Objectif, consolider le processus de réforme de la sécurité entrepris par le gouvernement du professeur Alpha Condé. J'ai la certitude que les conditionnalités de réussite de la réforme d'un secteur de sécurité qui passe nécessairement par la volonté politique affirmée de l'autorité qui est le président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, qui dans son discours d'ouverture ou d'investiture a affirmé sa volonté de faire de la réforme du secteur de sécurité l'une des priorités. Le gouvernement a en outre affirmé sa volonté de mettre en œuvre une stratégie nationale de sécurité fondée sur le respect des droits. La présente formation est donc une opportunité et une étape essentielle pour engager la réforme du secteur de sécurité sur une voie cohérente. Dans la dynamique de la construction de l'État de droit en Guinée, la soixantaine de participants à cette formation va débattre des stratégies de sécurité et de défense nationale ainsi que des plans nationaux de réforme du secteur de sécurité. Tout un défi à relever pour les autorités. Les installations de la Sotelgui vandalisées à l'intérieur du pays, c'est un constat fait par le ministre des Postes et Télécommunications lors de son séjour en Moyenne-Guinée. À Pita, par exemple, près de 6000 mètres de câbles ont été emportés. Des dispositions ont été envisagées pour sécuriser les installations de la Sotelgui. Safiatou Condé, commentaire. C'est une mission technique qui a conduit Oyeguilavogui et ses cadres dans les différentes villes de la Guinée pour évaluer et apporter des solutions aux problèmes des offices de poste, l'installation des centrales de la Sotelgui et évidemment les problèmes liés à l'outil informatique qui passe nécessairement par l'Internet. À Kindia, Mamou, Dalaba, Pita et Labé, les mêmes constats se posent. Les câbles d'alimentation de toutes ces centrales ont été vandalisés aux grandes dames des cadres de la télécommunication de la localité. À Pita, par exemple, ce sont 5600 mètres de câbles qui ont été frauduleusement soustraits par des jeunes qui sont aujourd'hui en détention. Leur culpabilité est établie. Les parents sont tenus, obligés de réparer les préjudices ou les dommages causés. Il est reproché, il a été pris en flagrant délit. Ainsi, 334 abonnés sur le fixe sont privés de téléphone et près de 100 millions de nos francs envolés. Le ministre en charge de ce département tient à ce que justice soit faite. En outre, la bonne nouvelle apportée à ces populations est le lancement très prochain des activités de la Poste dans tout le pays et le transfert d'argent à travers elle, mais aussi l'identification de tous les abonnés de la Sotelgui par le biais des puces. Dans une ville comme l'Abbé, il n'y a que combien de sous-préfectures et de grands centres couverts par les téléphonistes, c'est inexplicable. C'est toujours un luxe. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, sur les autres, c'est comme un objet. Tout le monde a le droit de posséder un téléphone. Parlant donc des postes en Guinée, vous le savez très bien, ces postes-là sont installés depuis avant même qu'on soit né, avant même la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, c'est la même physionomie qu'on retrouve partout, toutes les préfectures qu'on a traversées. À peine tu peux indiquer que c'est un service administratif. Il importe de rappeler que depuis 40 ans, le secteur de la Poste est laissé pour compte et ce gouvernement, à travers le département des Postes et Télécommunications, compte revaloriser le secteur pour le plus grand bien des populations guinéennes. La fête de la mare de Barreau, c'est mercredi. Chaque année, de milliers de personnes de tous les horizons se retrouvent dans cette localité autour de la mare sacrée. Une mare qui toutefois subit durement la pression des hommes.
Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a effectué dans ce sens une visite des lieux. Ousmane Toumani Camara, commentaire. Voici la mare sacrée de Bolé à Baro dans la préfecture de Kouroussa. Située sur la rive du fleuve Niantan, la mare de Baro, dont la fête séculaire revêt à la fois un caractère socio-culturel et économique, se dégrade d'année en année. Son lit se rétrécit et son environnement complètement dégradé. La situation inquiète les fils résidents et ressortissants de Baro, au cœur du paysage culturel du Hamana. Plus la mare se dessèche, plus les poissons se font rares. Et actuellement, vous avez vu l'assèchement, donc on a de sérieux problèmes. Toutes les verdures que vous voyez, il n'y a plus d'eau là-dedans. Alors que partout où il y a la verdure comme ça, c'était la superficie de la mare. Mais chaque année, la mare se rétrécit d'année en année. Donc finalement, la mare va disparaître et ce serait vraiment la perte pour notre village, pour la Guinée, des millénaires de civilisation. Inscrit parmi les patrimoines culturels de l'UNESCO, Bolé est l'une des 532 mares qui tarissent sur les 768 que compte la Haute-Guinée. Le département de la pêche, pour sauver ces mares, vient de créer une direction nationale de la pisciculture et initier des actions prioritaires pour sauvegarder ces patrimoines en péril. La visite de la délégation gouvernementale et du cabinet de la présidence au port de la mare répond à ce souci. La mare est en train vraiment de disparaître et c'est pour ça que nous sommes venus voir aujourd'hui en tant que ministre de la Pêche pour voir ce que nous pouvons faire pour apporter notre contribution. Et cette mare, je pense que ça doit être aménagé par le département de la Pêche pour servir d'abord d'un lieu touristique et aussi pour servir à mettre du poisson dans cette mare pour que elle soit au bénéfice des populations guinéennes et pourquoi pas des populations environnantes et extérieures aussi. Près de la mare s'élève une forêt sacrée où habitent les génies Bolé Fadima. Leur appui permet d'exaucer les vœux de plusieurs demandeurs qui prennent part à cette fête traditionnelle d'envergure nationale et sous-régionale. J'ai une amie qui est avocate à Paris, qui est française, qui était venue ici. Mon épouse et moi, on les avait accompagnés ici pour faire leurs vœux. Et ils avaient demandé d'avoir des enfants. Et après leur retour d'ici, ils ont eu un enfant qui s'appelle d'ailleurs Bolé. Ils lui ont donné le nom Bolé. Et encore ce mercredi 18 mai, la fête de la mare de Baro va drainer des milliers de visiteurs venus des différentes villes de la Guinée, de la sous-région ouest africaine, de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. Un patrimoine à préserver. Les travaux de construction d'un centre moderne de contrôle technique des véhicules pourraient bientôt démarrer. C'est peut-être une nouvelle vie pour la Civita. Cette fois, la société annonce qu'elle donnera en plus des cours théoriques et pratiques de conduite automobile. Alia Kamara, commentaire. La relance de Civita va coûter plus de 8 millions de dollars et créer de l'emploi pour quelques 200 personnes. L'objectif est de mettre en place un point de contrôle technique des automobiles pour la ville de Conakry. Cette initiative devrait réduire la fréquence des accidents, surtout ceux qui sont liés à la défectuosité des véhicules. Pour la reprise de ces activités, la société ajoute un bonus, la formation et le perfectionnement des conducteurs. Il y aura un centre de formation de façon permanente à la disposition de tout conducteur, professionnel ou amateur, pour que la courtoisie soit la pièce maîtresse de tout conducteur une fois que vous êtes derrière le volant, pour que vous puissiez éviter des accidents de la voie publique. Il faudra encore attendre 3 mois avant que le phénix renaisse de ses cendres. L'inauguration officielle de ce centre est projetée pour fin août prochain avec une capacité d'accueil de 950 véhicules par jour. Autre aspect, c'est la cohabitation avec la voie ferrée. Entre le flanc sud du site et les rails, il y a 50 mètres au moins, une distance largement suffisante pour écarter tout danger, selon des études faites par le ministère de l'Habitat. Fin du pèlerinage annuel de Bofa, les fidèles préparent désormais le cinquantenaire de ce rendez-vous important de l'Église de Guinée. Cette année encore, Bofa a mobilisé de centaines de fidèles venus se recueillir sur les traces des premiers missionnaires de l'Église catholique de Guinée. Jean-Mohamed Lamine Solano. Prières et recueillements à la grotte et au cimetière des missionnaires, procession mariale de 2 heures, confession de fidèles, une présence, celle de l'évêque de Rabat du Maroc,
et un chiffre record, plus de 25 000 pèlerins. Le cocktail est suffisant pour célébrer la messe de clôture du 48e pèlerinage sur Bofa, alors que le chef de l'Église catholique de Guinée parle d'évangélisation et de promotion humaine. Le thème avait pour but de nous inviter à montrer davantage par des actes concrets notre amour pour nos frères et nos sœurs, surtout ceux qui souffrent et qui ont besoin de nous. Il avait pour but de nous aider à mieux accueillir ceux qui sont seuls et qui pleurent. Depuis son initiation il y a 48 ans par le premier archevêque noir de Guinée, Monseigneur Raymond Marichidimbo, il n'est plus. Le pèlerinage de Bofa n'a jamais appelé autant de pèlerins. Alors que la marche a 23 ans d'existence, l'audace de Robert Sarah faisant, le pèlerinage de Bofa reste désormais un rendez-vous important des catholiques de la sous-région. Même si l'exercice reste pénible, Bofa devient la capitale de la foi catholique de Guinée. Nous nous sommes déplacés pour faire un devoir chrétien. Ce devoir est celui de venir sur le pas des premiers missionnaires. Donc c'est pour nous un devoir de mémoire de venir chaque année ici pour rencontrer le Seigneur et vivre quelques instants avec lui. Ce qui m'a surtout impressionné, c'est la ténacité et la volonté ferme de ces gens-là qui ont marché de Conakry jusqu'à Bofa. Ils ont commencé à marcher étant sains et au finish, ils sont malades. Rien que pour la recherche du pardon divin. À 2 ans du cinquantenaire du pèlerinage annuel de Bofa, Bofa 2011 enregistre le plus grand nombre de pèlerins. Plus de 25 000 se sont rendus cette année sur les traces des premiers missionnaires catholiques de Guinée. 3 000 ont marché, un chiffre record, un grand absent, Robert Cardinal Sarah, actuellement en mission alors que Jeannette Rabat, elle, perd la vie après un accident en se rendant ici à Bofa. C'est la triste nouvelle du pèlerinage de Bofa 2011. Merci Jean-Mohamed. La communauté internationale célèbre demain la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Le thème choisi cette année est « Mieux vivre dans les communautés rurales grâce au NTIC ». En prélude à cette journée, le ministre des Télécommunications a fait une déclaration que je vous invite à suivre. La Guinée célèbre, à l'instar de 191 États membres de l'Union internationale des télécommunications, le 146e anniversaire de sa création en 1865 sous le nom d'Union télégraphique internationale. En novembre 2006, la conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, a décidé que le 17 mai serait désormais la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Le jour du 17 mai a été également choisi par les Nations Unies comme une journée internationale des lignes d'assistance aux enfants, femmes, personnes en détresse sous la coordination de l'Union internationale des télécommunications. Le thème choisi cette année par le Conseil de l'Union internationale des télécommunications pour célébrer la fête est « Mieux vivre dans la communauté rurale grâce aux technologies de l'information et de communication ». Ce thème qui polarise les esprits à l'occasion de cette grande fête permet de se pencher sur la situation de plus de la moitié de la population mondiale qui vit dans les régions rurales et dans les communautés éloignées. Cette population, soit 3 milliards de personnes, représente la catégorie d'habitants les plus pauvres, les moins instruits et les plus défavorisés par rapport aux citadins. Ils sont aussi ceux qui ont le moins accès aux technologies de l'information et de communication et à leur avantage. Or, leur vie peut être transformée par les TIC à mesure que les écoles des villages ont accès à l'information et au savoir sur l'Internet. Que les télémédecines est portée jusque dans les centres de santé ruraux les plus reculés, que les informations météorologiques fiables sont fournies aux agriculteurs et aux pêcheurs et que des informations à jour sur les marchés soient communiquées aux producteurs. Pour sa part, le gouvernement guinéen, sous la direction du professeur Alpha Condé,
président de la République de Guinée ne ménagera aucun effort pour connecter les villes et les zones rurales à travers l'atterrissage du câble sous-marin et la construction de la dorsale guinéenne à large bande qui feront le jour grâce au concours conjugué de l'État, des opérateurs du secteur des télécommunications et des bailleurs de fonds. Le projet de télémédecine, télééducation, télédiplomatie entre bientôt dans sa phase opérationnelle. Il en est de même du projet e-gouvernement. Le gouvernement, à travers mon département, invite les opérateurs à atteindre leurs réseaux et à les déployer jusqu'aux zones défavorisées, comme le stipule le document de stratégie de développement des TIC en Guinée, dont l'objectif global est la construction du secteur du TIC à atteindre des objectifs du DSRP et de OMD, objectifs millénaires pour le développement, à la construction d'une société de l'information inclusive, à l'insertion de la Guinée dans l'économie du savoir. Vive la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Vive la coopération internationale. Vive la Guinée unie et prospère. Je vous remercie. Et puis, suite aux affrontements qui ont eu lieu à Galapaye dans la préfecture de Yomo et qui ont entraîné des pertes en vies humaines, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, donne des précisions dans une déclaration sur le déroulement du conflit et rappelle que la justice va pleinement s'exprimer. Je vous invite à suivre la déclaration de Maître Christian Sceaux. Chers compatriotes, comme vous le savez, des événements d'une extrême gravité se sont déroulés dans la région forestière, précisément dans la sous-préfecture de Galapaye, préfecture de Yomo. Tout a commencé dans la matinée du mardi 3 mai. Ainsi, selon la note d'information de Monsieur le procureur de la République de Zérékoré, en date du 5 mai 2011, les citoyens de Galapaye s'apprêtaient à inaugurer leur mosquée pour le vendredi 6 mai, quand un groupe de citoyens ayant à sa tête le président de la CRD, le président du district et le représentant de la jeunesse ont fait venir de la République sœur du Libéria des individus réputés dans la détection des sorciers habitant dans cette localité. Cette démarche s'est heurtée à une opposition de la population musulmane qui ne comprenait pas la nécessité d'entreprendre un tel exercice à la veille de l'inauguration de leur mosquée. Malgré cette opposition, les détecteurs de sorciers venus du Libéria sont parvenus, avec l'autorisation du président de la CRD, à mettre à exécution leur mission. Les troubles ont commencé suite à la mort d'un guerzé, occasionnant ainsi la réplique des membres de cette communauté contre les Malinqués installés dans cette localité. Ces événements ont enregistré 25 morts, dont 11 calcinés, parmi lesquels seulement 8 ont pu être identifiés. 17 blessés graves, 18 habitations détruites, 21 bâtiments incendiés, 15 blessés évacués et 6 motos incendiées. Dans les jours à venir, le dossier diligenté par la gendarmerie sera transmis au procureur de la République du tribunal de première instance de Zérékoré. Face à la gravité de cette situation, mon département, le ministère de la Justice, a envisagé des mesures appropriées à travers le parquet général compétent
pour la célérité de l'information judiciaire en vue de la tenue très prochaine d'une audience d'assises à Zérékoré. Je vous le dis, chacun répondra de ses actes dans la plénitude de sa responsabilité au regard de la loi pénale. Et cela ne souffrira d'aucune interférence. Car il est temps, je le crois et vous le croyez, de mettre fin à l'impunité qui mine notre tissu social. Chers compatriotes, maintenant, et plus que jamais, interrogeons-nous sur le sens et la portée de ce comportement et de cette folie meurtrière qui se dessine dans notre pays. Nous souhaitons, au nom de Monsieur le Président de la République et du gouvernement, que chaque Guinéen et Guinéenne construise le pont du pardon et de la réconciliation dans le cœur et dans l'esprit de l'autre. Notre passé nous le recommande et notre avenir l'exige de nous tous et de la façon la plus ferme pour une Guinée unie et indivisible. Je vous remercie. Voilà, pour que plus jamais le Guinéen ne lève le sabre contre un Guinéen. La RTG était en fait samedi, c'était le 37e anniversaire de lancement de la télévision nationale. C'était le 14 mai 1977, donc le 34e anniversaire. La section syndicale de la RTG a mis cette occasion à profit pour organiser une soirée récréative, ici même à la maison de Koloma. Fatoumata Samoura. Nous sommes dans le hall de la RTG Koloma. Du monde, surtout du beau monde, venu accompagner les travailleurs de la RTG à célébrer l'an 34 de la télévision nationale. Au milieu de la foule, ce gâteau géant fait à partir des couleurs nationales. Il était 20 h en temps universel lorsque le secrétaire général de la section syndicale a annoncé les couleurs de l'événement. Un événement pour oublier le stress du studio et du micro, mais aussi lancer un cri de cœur. Se divertir, oui, mais sans occulter sa mission d'informer et de sensibiliser la société guinéenne, la Fédération syndicale de l'information a de son côté rappelé au personnel de la RTG les exigences du moment. Vous devez désormais observer le changement dans votre façon de travailler, car le sursaut national nous invite impérativement, en tant que journalistes et techniciens des médias publics, à être le garant de toutes les vérités d'une Guinée unie, indivisible et prospère, dans le respect de la déontologie du métier. Dans de la Jamaïria arabe libyenne, la télévision nationale a connu des moments de gloire. L'on se rappelle encore la caméra d'or remportée en 1997 lors d'un concours interafricain organisé par CFI. La montée satellitaire avec la construction de la nouvelle maison de la RTG à Koloma en 2002 et l'édition Guinée Actu, principalement animée par les équipes basées à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est une télévision qui bat de l'aile, une évidence difficile à taire. Nous devons nous remettre en question, voir comment travailler pour être à l'image des autres chaînes de télévision parce que nous sommes suivis, nous sommes sur satellite. Donc nous devons faire en sorte de faire du bon boulot pour honorer le pays. Je souhaiterais quand même qu'au niveau de la grille des programmes qu'on essaie d'améliorer pour que tout le monde puisse se retrouver sur la télévision nationale parce que c'est la vitrine, c'est avec ça qu'on voit la Guinée, qu'on voit la culture, qu'on voit les mœurs, qu'on voit tout ce qui se passe en Guinée. Donc, la fête était belle, à boire et à manger pour tous les invités. Également de la bonne musique, histoire d'adoucir les mœurs. Sur fond de souhait de joyeux anniversaire à la télévision nationale, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a procédé à la coupe du gâteau. C'est dans la joie qu'on exhale le meilleur de soi. Sachons garder le sourire.
Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition réalisée par Saint-Martin Fascinaduno. Ça a été un plaisir de vous servir. Merci de votre attention, bonsoir et à demain si Dieu le veut bien.